pas la première fois, comme mon vieux complice, parce qu'on se connaît, Marc l'a dit, ce n'est pas la première fois que je viens dans cette région et dans cette ville, et j'en garde un souvenir excellent. Même si ce n'était pas le cas, je serais revenu pour des raisons militantes, va-t-on dire, mais quand le plaisir s'associe à devoir, au besoin, on ne va vraiment pas se priver. Je me permets au passage de garder un souvenir, de te rappeler que je garde un souvenir excellent de cette journée, de cette conférence, de cette cérémonie, plus particulièrement, mais pas uniquement, du magnifique panier qui m'avait été offert par la municipalité, et moi qui suis un paysan corse, consommateur et un petit peu, quand j'étais gamin, producteur d'huile d'olive, je peux vous dire que c'était plus que pas mal, plus que pas mal. Alors maintenant, quittons l'huile d'olive et de l'olivier, on va aller aux racines. Vous remarquerez que cette transition est osée, mais par définition, une transition est toujours osée. Alors pourquoi cet opuscule, ce bouquin, cet essai, avec ce titre volontairement, je dis bien volontairement, accrocheur, « La France n'a pas de racines chrétiennes », qui a choqué un peu partout, c'était fait exprès. J'aime bien mettre du sel sur les plaies. On aura peut-être l'occasion de le voir dans l'introduction et dans le débat. Donc pourquoi ce bouquin qui en est à sa 3e édition, je le dis avec satisfaction, non pas que je bénéficie de droit d'auteur sur ce tirage, puisque c'est une maison d'édition militante, des éditions libertaires, ce sont des amis. Les amis, c'est comme ça. Ce qui est essentiel de mon point de vue, autrement je ne serais pas le président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, et j'ai des bulletins d'adhésion à 20 € pour ceux que ça intéresse. Si je n'étais pas le président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, je n'aurais pas ce côté, je dirais, profondément militant. La France n'a pas de racines chrétiennes. Un certain nombre de personnes ont lu ce titre, essentiellement dans les sites d'extrême droite, et sans le lire, ont porté des jugements plaisants. Un des commentaires les plus doux a été qu'il fallait brûler les habitations de la famille Schiappa. Ça tombe bien, je n'ai pas de propriété. Un autre a émis le commentaire suivant: je suis un Marocain musulman. Alors pourquoi je suis un Marocain musulman? Alors je suis le paysan corse, comme je vous l'ai dit au point de départ. Mes origines, je n'ai pas dit mes racines, j'y reviendrai longuement. Comme beaucoup de Corses, les grands-parents se sont expatriés après la guerre de 14-18, donc il faut rappeler que dans un certain nombre de départements ruraux, ça a été une saignée à blanc. À blanc. Quand on va dans mon village, particulièrement au Monument aux Morts, on a des noms de famille, c'est interminable. Il y a même des noms et des prénoms qui se répètent. On a l'impression que c'est un loupé. Non, c'est pas du tout un loupé, c'est une forme de guerre de classe qui a été menée contre la paysannerie française. Il faut toujours le rappeler. On aura peut-être l'occasion de parler de la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, je l'espère en tous les cas, parce qu'il y a des choses extrêmement importantes qui se passent. Donc mes grands-parents se sont expatriés, se sont installés au Maroc. Oh, pas comme colons, hein. Mon grand-père était facteur et ma grand-mère était femme au foyer. Elle a appris à faire le couscous sous la tente en 1923 ou 1924. Donc mes parents étaient au Maroc, donc je suis né au Maroc, c'est comme ça. J'aurais pu naître ailleurs. Mais alors, vous voyez, dans l'extrême droite, je suis né au Maroc, je suis marocain. Et si je suis marocain, je suis musulman. Que je sois un citoyen français et ma famille depuis de nombreuses générations, et que je sois libre penseur et athée, ça me compte pas. Vous avez des racines. Vous êtes né au Maroc, donc vous êtes marocain. Vous êtes marocain, vous êtes musulman. On n'échappe pas à son destin. C'est ça, d'un certain point de vue, ces gens-là ont compris remarquablement bien, sans l'avoir lu, ce que je voulais expliquer, ou plus exactement, ils portaient une preuve nouvelle de l'accusation que je porte: la France n'a pas de racines chrétiennes. Alors on va décortiquer, avec votre permission, ces 3 termes qui ont abouti au fait que j'ai écrit et que j'ai essayé d'argumenter sur le fait que la France n'ait pas de racines chrétiennes. Tout d'abord, la France. Comme j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à plusieurs endroits, et notamment
hier auprès de nos amis de Cannes, la France, c'est une notion particulièrement évolutive. La France éternelle, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas, la France éternelle, d'un point de vue territorial, et je vais prendre quelques exemples, rapidement. Regardons le Nord-Pas-de-Calais, que certains connaissent mieux que moi. Le Nord-Pas-de-Calais, voire même la Picardie, ont été sous influence ou sous occupation espagnole pendant de très longs siècles. Mon regretté camarade et ami Marc Blondel me rappelait la chose suivante, m'a appris la chose suivante, que le terme estaminet, terme français s'il en est, n'est pas du tout français. C'est une déformation des soldats espagnols qui demandaient « donne des estaminets », parce qu'un bon soldat, il cherche à boire et pas uniquement à boire. Ce n'est pas que les soldats, ou alors je dois être un soldat dans l'âme. Donc donne des estaminets, et la déformation est devenue estaminet, l'endroit où on rencontre des jeunes personnes, enfin des personnes intéressantes, on va dire, et de quoi boire. Ne serait-ce que dans le vocabulaire, et on pourrait faire ça sur des tas de termes étrangers qui ont été appropriés par la langue française, depuis les Gaulois, bec, mot d'origine gauloise, jusqu'à week-end, etc., etc. Je ne parle pas du globish, de l'anglais de bas étage, enfin, ce n'est pas de l'anglais, c'est de... Quand j'expliquais à mes élèves quand j'étais au collège, l'anglais est la langue la plus simple à comprendre, il y a 4 mots à savoir, yes, no, glou, glou, fuck, à peu de choses près. Et après, vous rajoutez in, up, down, et c'est quasiment bon. Ne confondons pas Shakespeare et ce qu'on voit dans ce qu'on entend un peu partout. Donc, le français est une langue là aussi terriblement évolutive. Je suis pour maintenir la pureté de la langue française, ça ne se discute pas, en sachant qu'une langue, elle évolue. Elle n'est pas figée une fois pour toutes. Donc, j'ai pris l'exemple du Nord-Pas-de-Calais. Je ne reviendrai pas sur l'Alsace-Moselle, ou l'Alsace-Lorraine plus exactement, qui là aussi a été une terre de frontière particulièrement disputée. Et j'ai indiqué hier quelque chose que l'on oublie très souvent. De 1944 à 1947, la France, les gouvernements français, ont demandé l'annexion de la Sarre à la République française. On l'oublie totalement. La frontière de 1945 n'est certainement pas une frontière figée, puisque Georges Bidault, le démocrate chrétien, avait demandé, lors d'une conférence à Moscou, auprès de Joseph Staline, le rattachement de la Sarre à la France. Staline a refusé. Bidault... J'ai expliqué hier, je vais me permettre de le faire, parce que je n'ai pas beaucoup d'estime pour les hommes politiques de manière générale, mais quelqu'un comme Georges Bidault, dans mon échelle de valeur, est vraiment très très bas. Pas tellement parce qu'il avait été surnommé in Bidault veritas par le Canard enchaîné, tellement l'osmose entre la consommation et le consommateur était portée à un haut degré d'incandescence, mais quand on se réclame de la démocratie chrétienne et qu'on finit patron de l'OAS et, comment dirais-je, avocat des tueurs de l'OAS, je ne peux pas considérer cela comme étant le signe d'une personnalité que je qualifierais pour être gentil, d'honnête et agréable. Donc, la Sarre a failli être française. Mais si la Sarre avait été française, toutes les discussions sur la France éternelle, la France dont les frontières ne bougent pas, auraient complètement été changées. J'expliquais hier, parce que mon pote Simon le sait peut-être mieux que moi, mieux que nous, les frontières du col de Tende ont bougé en 1945. Oh, pour des raisons très très secondaires. N'oublions pas que cette très légère modification de frontières du col de Tende en 1945 a provoqué l'enthousiasme du poète, avec beaucoup de guillemets, Louis Aragon, qui considérait que la France étant tellement la deuxième patrie du socialisme, devait s'étendre de plus en plus. On va très vite à une notion, je dirais, d'expansionnisme. Et on peut continuer. J'ai expliqué, et j'explique, et j'ai expliqué dans ce petit bouquin, 14 euros, que si on regarde par exemple Alger, Alger a été sous occupation française de 1830 à 1962, 132 ans. Mais quand on compare avec l'annexion des Alpes-Maritimes, Nice et les Alpes-Maritimes ne sont pas français depuis beaucoup
plus longtemps que 162 ans. Alors, au nom de quoi cette éternité définitive, absolue, serait-elle relative? C'est un peu contradictoire, c'est un peu étonnant. Continuons sur la frontière italienne. Au moins à 2 reprises, les terres du Piémont ont été des terres, entre guillemets, françaises. Avec les guerres de François Ier et les guerres les guerres d'Italie, puis avec les occupations bonapartistes et napoléoniennes. Au nom de quoi les frontières naturelles sont-elles des frontières naturelles? Les frontières naturelles ne sont des frontières naturelles que parce que les gouvernements, les puissances, les êtres humains ont décidé que la frontière naturelle s'arrêtait ici, et pas là. La rive gauche du Rhin a été un débat, notamment pendant la Révolution, mais pas uniquement, récurrent dans les débats politiques. Est-ce que la France s'arrête de ce côté ou de l'autre côté du Rhin? Je crois que c'est Musset qui expliquait que nous l'avons tenu au moment où les Allemands se constituant en nation réclamaient le Rhin allemand. Musset expliquait une formule stupide par ailleurs, nous l'avons tenu dans notre verre, votre fameux Rhin allemand. Les choses sont toujours très... Regardons l'Espagne. Regardons l'Espagne. Alors la France est éternelle, la France a des racines chrétiennes, mais il faudrait enlever ces scories moyenâgeuses que sont la principauté de Monaco au sud-est, Andorre au sud-ouest. Ça devient de plus en plus compliqué. Cette France qui est éternelle, où on voit qu'il y a des choses qui font partie quasiment du territoire, sans en être, tout en être un peu curieux. Mais Barcelone a été 2 fois une ville française. Alors évidemment, je ne rentrerai pas sur la discussion sur l'indépendance ou non, la discussion actuelle sur la Catalogne. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc ces frontières ont été considérablement mouvantes. Vous allez me dire, l'argument est particulièrement simple, puisque je ne prends que des frontières terrestres. Oh là là! Oh là là! Et la Corse? Et la Corse? C'est assez étonnant, quand on voit les cartes de France, que la Corse est obligatourée pour être rapprochée de Toulon, alors qu'elle est beaucoup plus proche. Bonifacio est à 14 km de la Sardaigne. Je sais un peu parce que de mes collines, on voit la Sardaigne. Enfin, de mes collines. Des collines où j'allais quand j'étais gamin. Quand je disais que je n'ai pas de propriété, soyons cohérents, je n'ai pas de propriété. Donc, la Corse existe, est terre française, non pas par occupation, par choix, depuis 1789, par occupation depuis 1768, par choix, quand par le décret du 3 septembre 1789, les députés de Corse à l'Assemblée nationale demandent le rattachement de la Corse à la France, et c'est le premier exemple du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On prendra d'autres exemples un petit peu par la suite. Donc, ces frontières maritimes sont extraordinairement mouvantes. On vous allez me dire, il y a le littoral, il y a l'estran. J'ai appris quand je faisais des études de géographie que le principe d'une frontière, le principe d'une limite, le principe d'une mer, c'est qu'elle sépare et qu'elle rassemble. Regardez par exemple l'océan Atlantique. On dit l'océan Atlantique sépare. Est-ce qu'il sépare plus le Brésil du Portugal ou est-ce qu'il rapproche plus le Brésil du Portugal? Pour prendre cet exemple-là. Et j'ai indiqué dans ce petit bouquin qu'il y avait au XVIIe et XVIIIe siècle, sur les quais de Dieppe, de Nantes, de La Rochelle, de Rouen, on trouvait relativement facilement des Indiens d'Amérique du Nord, ou des Noirs, esclaves, ou libérés. Les choses ne sont pas aussi, comment dirais-je, tranchées. On pourrait prendre l'exemple, c'est pas du tout secondaire, de la Louisiane. Comment la Louisiane a été ce trait entre la France éternelle et le nouveau continent. La même chose avec le Canada. Et regardons la Révolution française une fois de plus. Le nombre de révolutionnaires, Lafayette est malheureusement le plus connu, mais le nombre de révolutionnaires, il y a Brissot, il y a Fournier l'Américain, il y a Debon, il y en a quelques autres comme ça, qui se sont expatriés aux Antilles ou en Amérique du Nord, et qui sont revenus en France, et qui, avec cette expérience américaine, ont construit l'histoire de France. L'histoire de France n'est pas le produit de quelque chose d'enfermé dans une sorte d'hexagone très, comment dirais-je, consanguin, pour ne pas dire incestueux. Donc les choses sont beaucoup plus mouvantes, beaucoup plus élaborées que ça. Ce n'est pas un hasard, j'ai parlé
des Noirs sur les quais de Dieppe et des autres ports, ce n'est pas un hasard si la première abolition de l'esclavage a eu lieu en France, avec Robespierre, comme vous le savez, en 1794, la première. C'est pour ça que quand j'étais prof en collège, que je voyais des élèves avec des t-shirts, le drapeau américain, je leur faisais un petit cours sur la ségrégation aux États-Unis. Il a fallu une guerre civile dans les années 1860, d'une violence terrible, pour que dans les papiers, et encore, l'esclavage soit aboli, les lois ségrégationnistes ont existé encore jusque dans les années 60 et 70, et les événements récents ont montré que c'était loin d'être acquis. On reviendra sur les États-Unis. Donc, ces choses-là montrent que la France est vraiment une notion évolutive. Il n'est pas secondaire non plus que de savoir que le premier guillotiné en prairial en Troie, donc en 1795, des sans-culottes révoltés, s'appelait Delambre. C'était un ancien, un ancien esclave, un noir antillais, affranchi. Donc le territoire est terriblement mouvant. Tiens, je parlais du droit des peuples à disposer de l'eau. Jusqu'en 1790, le territoire du comtat venessin appartenait au pape. Il a fallu que la population demande le rattachement à la France. Donc on voit bien que c'est une enclave. Ce n'est pas uniquement les frontières que j'ai esquissées sommairement, mais c'est aussi, à l'intérieur de ces frontières. Tiens, le terme frontière. J'ai parlé de la Révolution, il faut s'y arrêter une seconde. À partir de 1789, aux frontières de la France, il y avait des panneaux tournés vers l'étranger, si j'ose dire, qui indiquaient la chose suivante. Ici commence la terre de la liberté. C'est pas mal. Ça nous change un petit peu des barbelés et... comment dirais-je? Qui a parlé de Calais ici? Bon, ça nous change un petit peu cette conception. Ici commence la terre de la liberté, avec retourne chez toi, je ne sais pas ce que c'est chez moi, par exemple. Ça, c'est pour la question territoriale. Mais regardons la question démographique. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai esquissé la notion de melting pot. C'est un cliché d'expliquer que le melting pot existe aux États-Unis. Bon, alors il existe d'une certaine manière. Les Anglais, les descendants d'origine anglaise peuvent se marier avec des descendants d'origine écossaise ou galloise. Mais je suis très fan de télévision et de séries américaines, j'aime bien, parce qu'elles sont bien foutues, c'est mieux que Plus belle la vie, il n'y a pas de problème. Et souvent, dans ces séries, en les regardant bien, un peu comme le prof que j'étais, on découvre beaucoup de choses. C'est très intéressant pour un prof, parce qu'en voyant quelque chose dans la série, on peut l'utiliser auprès des gamins et dire, tiens, c'est dans le tel feuilleton qu'on a... Ben oui. La notion de mariage mixte. Un latino, comme ils disent, un noir, un blanc. La notion de mariage mixte n'existe pas en France. Elle existe aux États-Unis. La ségrégation, les ghettos, les Chinatown, des fois on nous disait, mais Chinatown dans le 13e, mais certainement pas. Certainement pas. C'est une hérésie de parler comme ça. Les quartiers réservés existent aux États-Unis, n'existent pas en France. Donc la France, 1789, pays de la liberté. Et regardons la population française, son histoire. C'est quand même extraordinaire, il y a 3 endroits qui sont représentatifs de la France, de la population française, de l'histoire de France. Il n'y a pas plus français que la région de Bourgogne. Il n'y a pas plus français que la région de Normandie. Petit problème. La Bourgogne tient son nom des Burgondes, envahisseurs. La Normandie, venue de je ne sais trop quelle steppe. La Normandie tient son nom des hommes du Nord, les Vikings, venus de je ne sais trop quel fjord. La ville de Marseille, la Marseillaise, fondée par des Grecs, 4e siècle avant Jésus-Christ, comment pouvait-il avoir des racines chrétiennes 4 siècles avant Jésus-Christ? La question est pour le moins incongrue, va-t-on dire. Et on peut continuer comme ça. On peut continuer, j'ai pris un exemple dans le bouquin, que j'aime beaucoup, l'exemple, le bouquin aussi,
regardons les sportifs, les grands sportifs. Le sport est un facteur d'ascenseur social énorme. Pour les plus anciens d'entre nous, dont malheureusement je suis, Raymond Kopa, d'origine polonaise, expliquait qu'il avait le choix entre travailler à la mine et jouer au foot. Pour des raisons que je ne comprends pas. Ça s'est très vite opéré. Mais c'est valable, pourquoi pas? C'est valable pour les émigrations plus récentes. Mais regardez, quand on nous dit que la France aurait un fond xénophobe. J'étais devant ma télévision il y a quelques années de ça. Je regardais un match du 15 de France, à l'époque je le regardais. Et j'ai entendu le Parc des Princes scander le nom de Benazi, joueur d'origine marocaine. Et on nous dit 40 000 personnes en train de scander Benazi, et on dit que la France aurait un fond xénophobe. Ça ne tient pas une seule seconde. C'est à l'inverse de la réalité de, comment dirais-je, de la France. C'est l'exemple des sportifs. Mais regardons aussi le boulevard des Maréchaux à Paris. Plusieurs maréchaux, ok. McDonald, écossais. Poniatowski, polonais. Masséna, né en terre italienne. Et c'était les représentants, les chefs, parmi d'autres, incontestablement, mais ils en étaient quand même, de l'armée française. C'est quand même un peu étonnant quand on veut nous faire croire que la France serait quelque chose de toute éternité. Donc j'ai parlé de cette notion de melting pot. La France est le pays le plus métissé qui soit. La notion de melting pot est une notion aberrante par rapport aux États-Unis. Elle est parfaitement valable par rapport à la France. Oh, non pas pour des prédestinations, de manière générale, je ne crois pas aux prédestinations, pour des raisons historiques facilement explicables. En 1789, 90 plus exactement, les biens de l'Église sont pris, deviennent des biens nationaux, vont commencer à être vendus. En 1793, la Convention montagnarde, dans un décret qui, je crois, est celui du 3 juin, mais il faudrait que vous puissiez vérifier, ne serait-ce que pour avoir la chance une fois de me prendre en faute. Donc, par le décret du 3 juin, si ma mémoire est bonne, les biens nationaux sont partagés en petites propriétés. Résultat, pendant des décennies, la paysannerie française va avoir son lopin de terre, sa petite propriété. Résultat, confronté à la révolution industrielle, qui avait fonctionné en Angleterre, qui avait commencé à fonctionner en Allemagne, qui avait fonctionné en Belgique, les industriels français ont été obligés de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Les Polonais, les Italiens. Allez en Alsace-Lorraine, un nom sur 3 est un nom soit polonais, soit italien. Le nombre de municipalités. Allez, comment dirais-je, à Saint-Étienne, pendant des décennies, le maire de Saint-Étienne, que les Français appelaient Sanguedolch, etc., etc., etc. Donc il y a eu une extraordinaire imbrication, non pas, je l'ai dit, par prédestination de la terre française qui serait une terre bénie des dieux, mais parce que les industriels, les capitalistes ont eu besoin de faire venir des immigrés, des artisans, des ouvriers à l'intérieur du pays. Et ce n'est pas un hasard. Si en 1843, des jeunes Allemands, Karl Marx et Engels viendra un petit peu plus tard, vont se retrouver à l'intérieur de la première organisation internationale et internationaliste qui s'appelait la Ligue des Justes, qui va devenir la Ligue des communistes, parce qu'il y avait quelque chose comme 38 000 artisans en 1840 et quelques, artisans et ouvriers d'extraction ou d'origine ou de nationalité allemande. Regardons la Commune de Paris. On a fait, le départ, l'analyse, le recensement des gens d'origine étrangère ou de nationalité étrangère qui étaient dans la Commune de Paris. C'est à proprement parler hallucinant. Y compris d'ailleurs parce que la Commune de Paris avait dit qu'elle se réclamait du drapeau universel. On y reviendra probablement à partir de la Révolution française. Donc la France est une notion évolutive. J'espère avoir esquissé quelques éléments pour aller dans cette direction-là. La France n'a pas de racines. Et là, je suis désolé, moi je ne suis pas désolé d'ailleurs, c'est quelque chose qui personnellement m'a toujours heurté, personnellement. Quand j'étais gamin, ado,
oh, tu as des racines corses. Non, je n'ai pas de racines. Je ne suis pas un arbre. J'ai des origines. C'est totalement différent. Et ce n'est pas une question de sémantique. J'y reviendrai. Pour des raisons politiques, j'expliquerai pourquoi ce n'est pas quelque chose de sémantique. Mais si j'ai des racines, je suis condamné à être dans le sol dans lequel je suis né. Il y a un destin qui m'accable. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas changer. Je n'ai pas d'opinion, je suis un végétal. Quand on dit que quelqu'un a des racines, tout ceci est implicite, parfois même explicite. Et donc, ça m'a toujours profondément heurté. Je n'ai pas de racines. Et une nation, un pays, un peuple n'a pas de racines. On va prendre un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a à peu près 8000 ans de cela, des populations asiatiques ont traversé le détroit de Bering pour installer en Amérique du Nord puis en Amérique du Sud. Ils avaient des racines. Lesquelles? Les Cheyennes avaient des racines de l'autre côté du Pacifique. C'est un peu compliqué cette affaire-là. Et on peut prendre comme ça nous montre au passage d'ailleurs, non pas l'incongruité, la bêtise colonialiste, si vous me permettez ce pléonasme, de M. Sarkozy qui, dans son célèbre discours de Dakar, avait dit « L'homme africain doit entrer dans l'histoire ». Je suis désolé, je vais dire les choses comme je les pense. Tissu de conneries. D'abord, parce que, et c'est Chirac qui l'avait repris là-dessus, l'homme africain, non seulement est rentré dans l'histoire, mais le berceau de l'humanité, comme tout le monde le sait, c'est le grand rift, etc. Mais y compris la formulation est épouvantable. Épouvantable. L'homme africain doit entrer dans l'histoire. Pour des besoins de l'explication, on va enlever le mot africain. L'homme doit entrer dans l'histoire. Mais c'est quoi l'histoire? Le grand historien Marc Bloch expliquait que l'histoire, c'est la science des hommes dans le temps. La science, c'est pas du baratin, c'est une science des hommes dans le temps, c'est-à-dire qu'il évolue. Mais si l'homme doit rentrer dans l'histoire, l'homme doit rentrer dans l'histoire des hommes. L'homme doit entrer dans l'histoire des hommes. Ça, proprement parlé, incompréhensible. Ou plus exactement, derrière cette formule péremptoire, sarkozyste, il y a une profonde volonté colonialiste d'expliquer que l'humanité se divise entre les inférieurs et les supérieurs. Et ça nous ramène, cette histoire de racines, si les hommes ont des racines, on vient d'inventer quelque chose qui me semble particulièrement dégoûtant. Une catégorie humaine qui s'appelle les migrants. C'est quoi ça? Je connais des êtres humains. Certains avec qui je suis d'accord, d'autres avec qui je ne suis pas d'accord. Je connais des êtres humains dans lesquels je me reconnais dans tous les êtres humains, y compris mes ennemis politiques et mes ennemis de classe. Mais il y a quelque chose. Mais si on dit les migrants, ça veut dire que si eux sont des migrants, moi je ne suis pas un migrant. Si je ne suis pas un migrant, je suis chez moi. Donc si je suis chez moi, eux doivent rester chez eux. On n'est pas loin du juif apatride. On n'est pas loin du tout du juif apatride. C'est la même logique, on va dire. Donc cette catégorie de migrants, je la récuse. D'autant plus qu'elle est portée, qu'elle est véhiculée par les mêmes pouvoirs politiques qui ont bombardé, sali, saccagé, pillé les pays dont les... C'est malheureux, je ne sais pas du tout la commisération quand je dis c'est malheureux. Imaginez que votre ville, votre famille, votre environnement soit bombardé, saccagé, occupé. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un migrant. Vous êtes quelqu'un qui essaye de se protéger, de protéger sa famille. Quelqu'un qui essaye de survivre. C'est une abomination, ce qualificatif discriminatoire est lancé par les mêmes qui ont expliqué qu'on va apporter la démocratie en Libye. On a vu le résultat. On a vu les causes. Par les causes, on les connaît maintenant. J'ai cru voir, il y a quelques jours, qu'un homme d'affaires libyen a été arrêté à Londres parce qu'il était plus ou moins mêlé à des échanges d'argent entre Kadhafi et une campagne présidentielle. Je n'ai pas bien suivi, mais peut-être que la démocratie est très relative. Déjà, la démocratie ne s'apporte pas. Robespierre expliquait, et sur cette question comme sur beaucoup d'autres, je lui voue une reconnaissance, pas une admiration. On n'admire jamais personne, jamais. Parce que si on admire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en haut et quelqu'un en bas. Je lui voue une reconnaissance illimitée, certainement pas une admiration. Pourtant, c'est quelqu'un que,
quand il expliquait « les peuples n'aiment pas les missionnaires armés ». Et quand vous portez la démocratie chez quelqu'un, vous la portez obligatoirement avec des armes. Donc si vous la portez avec des armes devant une population désarmée, la discussion, l'égalité dans le débat est pour le moins très relative. Donc voilà pourquoi je ne me reconnais pas dans cette notion personnelle ou collective de Racine qui induit très facilement la notion de communautarisme. Vous appartenez à tel sol, vous appartenez à telle communauté, vos racines sont les racines de votre voisin, etc. Nous ne sommes pas un jardin. Mais, j'insiste bien, ce n'est pas quelque chose de sémantique, ce n'est pas, une fois de plus, Schiappa joue sur les mots. J'aime bien jouer sur les mots parce que d'autres jouent sur les choses et je considère que ça est beaucoup plus grave. Donc, pourquoi c'est une question politique? Parce que ce terme racine, pour l'accoler à un peuple, n'est pas de moi. Il vient de quelqu'un qui avait un talent incontestable, comme quoi on peut être nationaliste et avoir un talent incontestable. Je n'ai pas parlé d'Éric Ciotti, j'ai parlé de talent incontestable. Maurice Paresse, dans une conférence de la fin du XIXe siècle, qui s'intitulait « La terre et les morts », expliquait que chaque peuple doit être raciné. Il crée ce néologisme d'ailleurs, raciner un peuple. Un peuple doit avoir une terre, doit avoir un peuple. Pour les Palestiniens actuellement, ça a l'air un peu compliqué, mais bon, pour ne pas dire très compliqué. Mais la notion de Paresse, c'est il faut raciner un peuple et il commence à parler de destin d'un peuple. Et là, malheureusement, je dis bien malheureusement, cette théorie a été reprise de manière plus enveloppée, mais quand même, par un historien prolifique, avec lequel je ne suis pas vraiment d'accord, même si son talent est incontestable, M. Braudel, qui a écrit plusieurs volumes d'un bouquin. Braudel, quand il écrit un bouquin, il écrit des volumes. Enfin, il écrivait des volumes. C'est comme ça. C'est pas toujours de qualité égale, mais c'est comme ça. Dans son bouquin qui s'appelle L'identité de la France, il explique que les paysans, les villages néolithiques du 3e millénaire avant Jésus-Christ, plus ou moins avaient une conscience ou une préconscience de l'identité de la France. Très compliqué. C'est leur prêter beaucoup de choses. Et leur prêter surtout un pouvoir de divination que 3000 ans avant Jésus-Christ, ils allaient deviner que la France allait avoir des racines chrétiennes. C'est étonnant, va-t-on dire, pour rester dans une terminologie suave. Et donc, cette identité de la France, c'est quelque chose qui est récurrent dans le vocabulaire nationaliste. De Gaulle. Quand De Gaulle explique « je me suis toujours fait une certaine idée de la France », je ne parle pas du style qui est exceptionnel. La phrase est balancée remarquablement. Mais je me suis toujours fait une certaine idée de la France, il y a un côté mystique. C'est son phrase, je ne conteste pas cela. Mais qui ne correspond à aucune réalité démographique, historique, politique. Il y a un côté mystique, on peut même dire messianique. La France, d'ailleurs, De Gaulle, dans les années 60, va toujours se battre, avec plus ou moins de réussite, c'est une question, sur une notion qui s'appelle le rang de la France. Quelqu'un peut-il donner une définition de ce qu'est le rang de la France? La France doit faire ci, la France a un... Je connais une place, je connais une puissance, je connais un produit intérieur brut, je connais un certain nombre de notions que l'on peut estimer et ou chiffrer. Le rang, c'est très difficilement explicable. Et De Gaulle expliquait que cette question-là venait depuis que Clovis et les rois de France avaient existé. Depuis que la France, depuis que Clovis et les rois de France avaient existé. On reviendra dans pas très longtemps sur Clovis, mais quand on regarde les rois de France, la simple énumération est parfaitement discutable. Je ne vous ferai pas le topo sur le poème de Prévert que vous connaissez tous, c'est quoi ces gens-là qui ne sont pas foutus de compter jusqu'à 20, mais le terme roi de France n'a pas toujours été celui qui a été attribué aux seigneurs habitant
habitant en France ou dirigeant la France. Il y a eu des rois de France, il y a eu des rois de France et de Navarre, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été particulièrement compliquées. Donc, c'est cette notion de Barrès, de De Gaulle, sur la France éternelle. Et Barrès, quand il fait cette conférence-là, je disais donc Barrès, quand il fait cette conférence-là, prend le contre-pied volontairement de ce qu'avait expliqué Ernest Renan dans Qu'est-ce qu'une nation? Texte qu'on peut qualifier de fondateur. Pourquoi fondateur? Parce qu'il explique qu'une nation, c'est un plébiscite de tous les jours. J'ai donné cet exemple-là qui vaut ce qu'il vaut à mes petits camarades de Cannes hier. Un plébiscite de tous les jours, c'est comme dans un couple. Tous les jours. C'est tous les jours reconduit. Quand vous commencez à aller voir votre avocat pour discuter de divorce, la notion de plébiscite de tous les jours ou de reconduction permanente est particulièrement mise à mal. Donc c'est ce plébiscite de tous les jours, cette volonté de vivre ensemble qui s'incarne dans une nation. Non pas dans un destin, mais dans une nation qui est la volonté de vivre ensemble. Et par rapport à la France, et c'est pour ça que je récuse, comme je l'ai dit, cette notion de racine chrétienne, elle a un point de départ. Alors évidemment, on ne peut pas le fixer à un jour J, à un instant T. Les choses et ces histoires sont en évolution, en mouvement. Incontestablement, c'est la Révolution française et le moment où cet agglomérat, pour utiliser le terme de Mirabeau, est en train de se constituer une nation. Ça commence avec les États généraux, ça va se poursuivre bien évidemment avec la prise de la Bastille, et surtout ce qui va suivre. La prise de la Bastille, c'est-à-dire les révolutions municipales et la Grande Peur, et ça va se cristalliser, se former dans la fête de la Fédération, 500 000 délégués de tous les départements de France. Ceux qui sont partis de Corse ont mis 3 semaines pour arriver à Paris et 3 semaines pour retourner à Ajaccio et à Bastia, c'est comme ça. 500 000 représentants de toute la nation expliquent: nous abandonnons toute spécificité régionale, toute, comment dirais-je, toute considération locale, nous sommes la nation française. 500 000 personnes, bon, on dirait le chiffre vaut ce qu'il vaut, c'était bien le nombre de personnes qui étaient aux obsèques de Johnny Hallyday. Bon. Mais on va dire que la motivation politique, philosophique, souveraine de vouloir appartenir à une nation et construire une nation n'est pas exactement la même. Et c'est pour ça que quand on pose la question, je discutais avant-hier avec un jeune journaliste britannique, il disait mais si on vous j'ai bien compris, la France est un mythe. Non, je n'ai surtout pas dit ça. J'ai dit que la France est une notion particulièrement évolutive. Et quand on dit cela, c'est une notion évolutive, il dit comment vous pourriez résumer cela? Eh bien, je pense que le terme le plus approprié, discutable, ou disons le terme le moins inapproprié, serait la caractérisation de Jaurès dans un discours pendant le débat sur la loi de 1905, dans lequel il explique qu'il ne veut pas être outrecuidant et qu'il explique que la France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. C'est, je ne vais pas dire son essence, mais sa manière de fonctionner. J'avais pris un exemple, je ne sais pas si je l'ai pris hier à Cannes, mais peu importe. Il y avait quelques années de cela, une exposition à Prague sur les différents pays de l'Union européenne et chacun étant symbolisé par quelque chose. Après tout, c'est une exposition comme une autre. Mais ce qui m'avait fait profondément rigoler, je suis désolé, enfin je ne suis pas désolé du tout, c'est que le panneau de la France, le pavillon, il y avait écrit en grève dessus. Bon, comme ça. La France est fondamentalement quelque chose. On pourrait prendre cet exemple un petit peu plus loin. J'ai pour le chant de la Marseillaise une appréciation très relative, mais comme objet historique, c'est le chant révolutionnaire par excellence. Je suis tombé sur un texte il y a quelques mois de cela, 1918, révolution en Autriche. La monarchie des Habsbourg est chassée. 1918. Les manifestants défilent en chantant la Marseillaise. C'est-à-dire le même chant de l'armée française contre laquelle ils se foutaient sur la gueule, passez-moi l'expression, il y a quelques semaines. La révolution chinoise de 1911
débute avec le chant de la Marseillaise. On peut penser rétrospectivement ce qu'on veut, que j'en pense ce que j'en pense, mais la France est associée, l'histoire de France est associée à ce moment fondateur, non pas de la nation française, ou plus exactement, pas uniquement de la nation française, le triomphe de la politique. C'est pour ça que François Furet, dans toute son œuvre, si on peut parler d'œuvre, je peux donc en dire du mal, expliquait que ce qui était abominable, ce qui était criminogène, ce qui était consubstantiel, disait-il en reprenant un terme de Saint-Augustin, c'est le fait que la France, la vie politique, puisse modifier les choses. Oui, depuis la Révolution française, l'humanité considère que la politique, c'est son œuvre, c'est son pain quotidien, va-t-on dire, et qu'elle peut modifier les choses. Parce que si ce n'est pas la politique qui peut modifier les choses, si ce ne sont pas les êtres humains faisant de la politique qui peuvent modifier les choses, qui va le faire? Si ce n'est pas l'humanité, faudrait-il une puissance supérieure? Et si oui, laquelle? C'est une drôle de discussion, donc je pense que cette formule, dont Jaurès disait lui-même qu'elle était outrecuidante, a un fond de vérité. Et donc j'en arrive au troisième terme, la France n'a pas de racine chrétienne. Regardons ce très curieux christianisme qui serait accolé à l'histoire de France. Premièrement, il fait l'impasse sur les Gaulois. C'est très curieux quand on entend les discours les thématiques on entendait, parce que maintenant on entend moins, de Jean-Marie Le Pen, il ne cessait de se réclamer de ses origines gauloises et de la notion, sa petite fille l'ont répété, des racines chrétiennes de la France. Alors comment peut-on être d'origine gauloise? Il y a quelque chose là aussi, comment peut-on estimer, parce que la France est éternelle, elle commence à Vercingétorix, ah bon, Vercingétorix, les racines chrétiennes, ça va être difficile. On met de côté les Romains, on met de côté les Grecs, Marseille je l'ai dit, on met de côté les Gallo-Romains, on met de côté les barbares pour tout un temps, on en arrive à Clovis. Curieux le phénomène de Clovis. On ne peut pas comprendre Clovis si on ne comprend pas le concile de Nicée. Le concile de Nicée, en deux mots, est chargé de trancher un débat théologique particulièrement vif sur une hérésie, c'est le terme, des Ariens, A-R-I-E-N-S, qui considèrent que Jésus-Christ a une nature humaine, pas divine, mais humaine, et les Nicéens, puisque c'est eux qui vont triompher au concile de Nicée, qui sont alliés avec l'Empire romain en pleine décomposition, mais il faut bien justement, parce qu'ils sont en pleine décomposition, trouver une sorte de cadre commun, de lien commun, de liant commun, qui explique que le Père, le Saint-Esprit et le Fils sont de même nature, et 3 égale 1 égale 3, un peu compliqué, j'étais pas enseignant de maths, et Dieu merci, si j'ose dire, et tous les peuples barbares se convertissent ou sont convertis à la doctrine arianiste. Jésus-Christ n'a pas de nature humaine. Ce qui, pour les rois barbares, a un avantage considérable. Si le Fils n'a pas de nature humaine, n'a pas de nature divine, donc il a une nature humaine, je peux, moi, comme roi barbare, postuler à cette situation-là. Il y a une forme d'humanisation de la divinité qui fait que le roi barbare peut s'identifier à cela. Tous les peuples, c'est comme dans Astérix, tous les peuples sauf un. Il y a un peuple barbare qui ne se reconnaît pas dans cette doctrine, qui se reconnaît dans la doctrine nicéenne, ce sont les Francaliens de Clovis. Les recherches historiques ont estimé que les Francaliens occupaient un territoire dans l'actuelle Belgique. C'est un peu tordu, parce que la France a des racines chrétiennes, mais ces racines chrétiennes ont commencé à pousser en Belgique. Il y a là aussi quelque chose qui échappe, je dirais, même pas au sens critique, au sens commun. Donc, cette alliance avec l'évêque Rémy, et surtout, ne jamais négliger que Clovis était un chef militaire redoutable, et qu'en bon stratège, il va battre les autres peuples barbares les uns après les autres, et commencer à unifier le royaume, non pas de France, le royaume franc, qui, avec beaucoup d'évolutions territoriales, politiques, dynastiques, ça me fait rire beaucoup de gens quand on était gamin,
Mais c'est le point de départ, non pas de la France, contrairement à ce que disait De Gaulle, mais d'un christianisme, parce que l'arianisme est aussi un christianisme, d'un christianisme par rapport à la France. Et là, quand on regarde un petit peu, bien évidemment, les sites d'extrême droite dont j'ai parlé, ils négligent les rois de France, certainement, je ne les néglige pas. Il y en a ils ont construit l'histoire de France. Certains avec un talent incommensurable, d'autres beaucoup moins. Certains avec des choses particulièrement intéressantes, d'autres beaucoup moins. Mais on va prendre, avec votre permission, 4 de ces rois. D'abord, un que je vais mentionner, j'allais dire pour mémoire, non, Louis IX. Louis IX, Saint-Louis. Donc il ne faut jamais oublier que c'est lui qui, contemporain des conciles de Latran, a instauré pour les Juifs en France le port de la Rouelle, dont l'étoile jaune nazie n'est qu'une réminiscence, les quartiers réservés, et Louis IX expliquait la chose suivante: je ne connais pas de plus grand plaisir que de plonger mon épée dans le ventre d'un Juif. Ce roi-là a été canonisé, Saint-Louis, donc il fait partie des modèles de l'Église catholique. Alors là, une bonne âme, si vous me permettez l'expression, on va dire: ah oui, mais l'Église catholique a changé, c'est plus comme avant, il y a eu Vatican II, etc. Et pourquoi Louis IX est-il toujours considéré comme un saint par l'Église catholique? Si l'Église catholique a supprimé cette prière abominable, nous prions aussi pour vous, juifs perfides. Très intéressant cette prière. Parce qu'ils ont expliqué: oui, mais perfide, c'est pas comme ça veut dire que celui en qui on n'a pas confiance, etc., etc. Mais là n'est pas du tout le problème. Si on prie pour tout le monde, et qu'on prie aussi pour une catégorie à part, nous prions aussi pour vous, juifs, qu'ils soient perfides ou pas, mais c'est la discrimination. On ne prie pas pour tout le monde sur le même plan. On prie pour tout le monde, et puis aussi pour les migrants de l'époque. C'est ça, la canaillerie, je le dis comme je le pense, de l'Église catholique. Ce n'est pas la discussion sur le sens profond du mot perfide, c'est de considérer, et le fait que Louis IX soit encore considéré comme un saint par l'Église catholique, si la démarche avait été honnête, dirais-je. Bon, ben on a fait des erreurs, par exemple pour les victimes et tout, Lactalis aussi le fait, après tout. Bon. Et hop, on enlève Saint-Louis de ce panthéon, si vous me permettez l'expression. Ils ne l'ont pas fait. Donc, quand on parle de l'antisémitisme consubstantiel, pour reprendre là aussi François Furet et Saint-Augustin, l'antisémitisme consubstantiel de l'Église catholique. Mais regardons d'autres rois de France. Il y en a que j'aime beaucoup. Vraiment, je le dis comme je le pense, et je suis un républicain, mais j'ai une certaine tendresse pour Philippe le Bel, parce que c'était une canaille patentée. C'est probablement celui qui a instauré la fausse monnaie d'État. C'est celui qui, considérant que les Templiers avaient un peu trop d'argent, je ne sais pas casser la tête, il a piqué leur poignon, dans une opération politico-militaire admirable, dans les conditions de l'époque, le même jour, à la même heure, toutes les commanderies de Templiers ont été occupées et leurs occupants emprisonnés sans qu'il y ait eu une fuite. Évidemment, il n'y avait pas Internet à l'époque, enfin quand même. Peut-être pour ça. Mais c'est... Et Philippe le Bel, parce que quand on nous parle des rois de France, la France a des racines chrétiennes, Philippe le Bel, qui, d'un certain point de vue, a créé, non pas l'état de droit, certainement pas, mais des réflexions sur le droit et sur l'État, avec son équipe de conseillers, Marigny, Nogaret, d'autres, les légistes, qui avaient écrit, il y avait un conflit entre la papauté et Philippe le Bel, avant qu'il y eût des prêtres, il y eut des rois. Regardons bien cette formule. D'un certain point de vue, il opère une distinction, voire même une séparation, à tout coup une hiérarchisation
entre les rois et les prêtres, entre le temporel et le spirituel. Et comme Philippe le Bel avait une certaine continuité dans l'esprit, il a envoyé son conseiller Nogaret, avec une petite troupe, pour discuter avec le pape, enfin discuter. Nogaret s'est toujours défendu d'avoir giflé le pape. Tous les témoignages montrent que ça avait bien eu lieu, et qu'il y avait un roi de France, la France a des racines chrétiennes, un roi de France qui a trouvé comme nécessaire pour la sauvegarde de l'État, non seulement de s'opposer au pape, mais d'envoyer quelqu'un pour lui mettre une paire de claques. Alors évidemment, Monsieur Sarkozy et beaucoup d'autres personnages qui se sont appelés président de la République, notion que je récuse totalement, j'aurai peut-être l'occasion de le dire, ont trouvé le moyen de se déplacer et de rendre hommage au pape respectif. Ils se réclament de la tradition chrétienne de la France, mais ils en excluent Philippe le Bel. Pourquoi, dans tous ces rois, faudrait-il dire que ceux-là sont bons et ceux-là ne sont pas bons? Ils ont tous constitué l'histoire de France. C'est une réalité historique, je n'y peux rien. Ça me plaît pas, c'est comme ça. Pourquoi exclure Philippe le Bel? Pourquoi exclure Henri III? Parce que Henri III, et j'ai essayé d'expliquer dans cet opuscule, qui essayait de trouver une solution au moment des guerres de religion. Il y a eu une campagne, pas de campagne de presse, mais une campagne de brochures, de libelles, pour parler comme à l'époque, hallucinante, où on expliquait que Henri III était le protecteur des sorciers, la première vague extrêmement importante de criminalisation des faux sorciers, des fausses sorcières, ou des sorcières inventées. Dans mon petit village, il y a 12 maisons, au Moyen-Âge, on a brûlé une sorcière. En Corse, 12 maisons, la raison pour laquelle mon village est entré dans l'histoire, c'est qu'au Moyen-Âge, on y a brûlé une sorcière. Bon, quand même un peu. Et donc, cette campagne de presse, si j'ose dire, a abouti toute la presse catholique tapant sur une chose, Henri III protège les sorciers, on se demande si Henri III n'est pas un sorcier lui-même. Comme vous le savez, assassiné par le moine ultra-catholique Clément, on n'en parle pas. La France a des racines chrétiennes, mais un roi assassiné par un catholique, on n'en parle pas. Passons sur Henri IV qui avait, comment dirais-je, une conception utilitariste de la Révolution, c'est intéressant comme lapsus, de la religion par évoquer une messe, etc. Mais antérieurement, François Ier, et vous le savez, a hésité longuement entre le catholicisme et le protestantisme. Qui peut dire que François Ier est secondaire dans l'histoire de France? Quand François Ier, par l'édit de Villers-Cotterêts, exclut le latin comme langue officielle, parce que c'était la langue de l'Église et qu'il fallait la langue du peuple, pas du peuple, la langue de l'État, on va dire, il fait lui aussi un tout petit pas dans la construction d'un État, un tout petit pas. Et il vaut mieux un pas dans un... Et François Ier, extraordinairement tenté par le protestantisme, est revenu sur ses pas à un moment bien précis, l'affaire des placards, c'est-à-dire qu'on a imprimé, collé, je ne sais plus, pas très loin de sa chambre, des placards protestants, très certainement une provocation, particulièrement violent envers le roi. Le roi se sentant menacé, fait machine arrière. Au passage, il abandonne son ancien ami, comment dirais-je, Étienne Dolé, qui va se trouver assassiné dans les circonstances que vous voulez. Mais François Ier pose les frontières, les limites, les prémices d'un État. Au passage, François Ier, n'oublions pas que quand on parle de la France comme notion, nation éternelle, c'est lui qui a accueilli notamment Léonard de Vinci, et c'est dans les bras de François Ier que Léonard de Vinci est mort. Léonard de Vinci, François Ier, le chef de l'État, avec comme meilleur ami, comment dirais-je, un génie artistique et scientifique de l'histoire de l'humanité. Bon, évidemment, si vous me parlez des meilleurs amis artistiques d'Emmanuel Macron, la comparaison risque d'être désastreuse. Et c'est valable également dans les premières années de Louis XIV. Louis XIV essaye d'inventer
pas d'inventer, de mettre en place une politique qu'on va appeler, c'est le nom, le gallicanisme. Ça fait une heure que je parle. Excusez-moi, le gallicanisme, c'est-à-dire qu'il faut que l'Église de France soit dépendante du roi de France. Ce système-là fiche en l'air totalement la structure de l'Église catholique, apostolique, universelle et romaine, dont le chef suprême, le capo di tutti i capi, il ne peut être que le pape. S'il y a d'autres, si les succursales deviennent indépendantes, ce n'est plus il y a un affrontement violent qui va, dont y compris il va y avoir des tas d'expressions, y compris dans la psychologie même de Louis XIV, il va basculer, il va aboutir à la révocation de l'édit de Nantes, le bannissement, l'assassinat, la conversion forcée des protestants. Il n'est pas inintéressant de voir que dans le débat politique, je n'ai pas parlé du niveau du débat politique des élections présidentielles de l'an dernier, Madame Le Pen ait salué la révocation de l'édit de Nantes, parce que là aussi, si la France a des racines chrétiennes, il faut que ce christianisme soit taillé sur mesure. Ce n'est pas l'arianisme, on l'a vu, ce n'est pas le protestantisme, c'est la Sainte Église apostolique et romaine. Ça met de côté les juifs, ça met de côté les protestants, on ne parle même pas des athées, il peut exister de manière très très marginale, et 1789, la discussion se mène à l'Assemblée nationale sur le fait d'accorder la citoyenneté aux juifs, aux protestants et aux comédiens. Il ne faut jamais oublier les comédiens. Aznavour a fait une chanson là-dessus. Donc, ce débat se mène, et quand je dis ce débat se mène, c'est gentil comme formulation. L'Église catholique va procéder à Montpellier et à Nîmes au lynchage de plusieurs centaines de protestants. Parce que bon, la citoyenneté, ça ne peut être pour des citoyens. Et ils vont mener ce combat d'arrière-garde. La citoyenneté va être accordée à tous. Et là, on aboutit à quelque chose d'hallucinant. J'ai publié un article dans La Raison sur cet épisode qui n'est pas un épisode. Le 25 décembre 1789, je me permets de citer la date exacte parce qu'elle ne manque pas de sel, un député monte à la tribune de l'Assemblée nationale et explique qu'il faut accorder le droit de vote aux Mahométans. Oh, pour des raisons là aussi utilitaires, hein, comme la France avait des relations commerciales avec la Sublime Porte, l'Empire ottoman, il fallait procéder, je dirais, à une sorte de réciprocité. Mais là n'est pas la question. Quand on nous explique actuellement que l'islam est une donnée nouvelle en France, qu'il faudrait réviser toutes sortes de choses, qu'il faudrait... C'est tellement nouveau que c'était discuté à l'Assemblée nationale le 25 décembre 1789. C'est pas récent. C'est tellement nouveau, cette histoire, que dans les années 1880, un médecin militaire, Grenier pour ne pas le citer, fait son service en Algérie, se convertit, se présente aux élections législatives partielles à Pontarlier et se trouve élu, musulman élu, avec, non pas, comme on a eu la discussion hier, des habits religieux, mais avec des signes religieux. Imaginez actuellement, dans le débat politique mené par Valeurs Actuelles et quelques autres grands médias, ce que pourrait être l'élection, même pas l'élection, le fait que siège à l'Assemblée nationale un député se revendiquant de son islam. Moi je suis désolé, je ne suis pas désolé du tout. C'est son droit le plus strict, c'est la liberté d'expression. Alors, des abrutis, passez-moi l'expression, et je le pense, donc je ne vais pas me gêner, vont dire c'est une atteinte à la laïcité. Certainement pas. On peut estimer que c'est une atteinte à toutes sortes de choses. Mais quand Madame Christine Boutin, vous pouvez imaginer que ce n'est pas mon rêve de week-end, hein, quand Madame Christine Boutin a brandi la Bible à l'Assemblée nationale, des gens ont expliqué que c'est une atteinte à la laïcité. Certainement. Probablement une atteinte à l'intelligence, ça c'est autre chose. Mais ne confondons pas les deux notions. La laïcité, c'est la République. C'est les officiers de la République.
Le maire est un officier de la République, il est astreint, pas les conseillers municipaux, pas les députés. C'est une notion terriblement importante, et donc il a siégé à l'Assemblée nationale, comme par la suite ont siégé, ou avant lui et après lui, un certain nombre de députés qui y allaient en soutane. L'abbé Grégoire, pendant la Révolution, n'a jamais abandonné la soutane. Le chanoine Kir, et là, malheureusement, tu as déjà entendu l'explication hier, quand tout à l'heure vous prendrez un ou deux verres, plus même si vous voulez, verres de crème de cassis et de blanc, n'appelez surtout pas cela un Kir. Cette boisson a été inventée au début du XXe siècle par le maire libre-penseur de Dijon, Baraban, pour une raison très simple. Le blanc de Bourgogne était absolument imbuvable, donc il fallait à tout prix trouver quelque chose. Pourquoi il s'est appelé Kir? Dans ma vie, j'ai connu, d'ailleurs que j'ai eu des enfants avec elle, une dame qui était d'origine qui est dijonnaise, qui expliquait qu'enfant, on entendait très souvent la nuit le chanoine Kir, qui, par un phénomène d'osmose entre la boisson ingurgitée et lui-même, se faisait entendre, va-t-on dire. Bon, mais le chanoine Kir, ceci étant, je me suis permis de faire cette parenthèse parce qu'il faut quand même toujours rappeler qu'il n'y a pas que le vin de messe. Et que cette boisson, son libre-penseur, le maire socialiste libre-penseur de Dijon, qui l'avait créé. Donc il a siégé au soutane. Et là, on arrive à un autre truc, une discussion. Vous pouvez imaginer tout le bien que je porte à M. Macron, dont j'ignore la fonction actuelle. Je dis bien j'ignore la fonction actuelle, parce que je ne peux pas concevoir, parce que je suis républicain au sens, pas au sens Ciotti, etc. Je ne peux pas concevoir la fonction de président de la République. Si la République est étymologiquement la res publica, la chose publique, la chose de nous tous, il ne peut pas y avoir quelqu'un au-dessus. Il ne peut pas y avoir le président, ce qui par définition est inégalitaire, d'une chose égalitaire. C'est pour le moins un oxymore. Donc, j'ignore les fonctions de M. Macron. Il m'a l'air bien, ce petit jeune homme, il est propre sur lui. Mais il vient de déclarer quelque chose que je partage. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je le partage. Quand il dit « la République est laïque, la société ne l'est pas », c'est pas mal. C'est-à-dire que la République, les institutions sont laïques. D'accord. La société ne l'est pas. Autrement, c'est très intéressant de voir qu'aussitôt, je suis désolé, je vais faire la même blague qu'hier. Je peux faire une mauvaise blague? De toute façon, je la ferai. Tu seras pardonné. Oui. Monsieur Valls a fait une déclaration. Alors, Monsieur Valls l'a fait en retard, bon, parce que Valls a mis le temps. J'avais dit que c'était nul. Hein. Et vient de dire ce n'est pas vrai, enfin, a dit après Monsieur Macron, la République est laïque, la société est laïque. Mais si la société est laïque, que deviennent les croyants? Que deviennent les incroyants? Ils sont laïques. C'est un modèle totalitaire de société. Ça veut dire que je dois m'habiller comme ceci ou comme cela. Ça veut dire qu'un signe religieux ou anti-religieux, je ne peux pas le porter. J'ai le droit de me trimballer avec un t-shirt ni Dieu ni maître. En plus, j'aime bien. Ça cache mon ventre, c'est pas mal. Mais si c'est une société laïque, je ne peux pas le porter. C'est une forme de société totalitaire. Alors, là, sur cette question-là, M. Macron a dit quelque chose d'assez intéressant, mais il n'a pas dit ça partout. Il devait faire une déclaration sur la laïcité le 9 décembre, à manque de bol, c'était la mort de Johnny Hallyday. Il devait la faire début janvier, manque de bol, c'était la mort de France Gall. Il va la faire à la fin du mois, à la place de Jane Birkin, je m'inquiéterais. Et il a dit, la seule chose qu'il ait dite, qui est très inquiétante, c'est « Oh, la loi de 1905, c'est vachement bien, il y a simplement un tout petit problème, il faut actualiser la loi de 1905 pour ce qui concerne l'islam. » Bien. Alors, outre qu'il méconnaît, comme je viens de le prouver, l'histoire de France, le député Grenier, les débats de décembre 1789, etc.,
il méconnaît la loi de 1905, qui dans son article 43 stipule expressément qu'un décret d'application sera prévu pour les colonies. Ce décret, pour des raisons qu'on pourra voir dans la discussion, n'a jamais vu le jour. Mais il n'empêche qu'en 1905, l'Algérie était française et qu'il y avait de l'ordre de 8 à 10 millions de musulmans français. Alors, ils n'avaient pas le droit de vote, c'était français plus par, comment dirais-je, occupation que par choix. Dire que l'islam n'existait pas en 1905, c'est une aberration absolue. Mais quand on parle de l'article 43 et du fait que ce décret n'ait jamais vu le jour, il y a quelque chose de passionnant. Dans les colonies, ou les dom-toms, question de sémantique, il y en a une dont la situation est particulièrement intéressante, c'est la Guyane. Les relations entre les religions et l'État en Guyane sont codifiées par une ordonnance datant de 1828 de Charles X. C'est-à-dire que la Deuxième République, la Troisième République, la Quatrième République, la Cinquième République n'y ont trouvé absolument rien à redire. Drôle, je ne parle même pas du concordat d'Alsace-Moselle, on y reviendra peut-être, mais d'un strict point de vue de logique juridique, de logique politique, les habitants de la Guyane sont régis par un texte de Charles X, ça proprement parlé, ahurissant donc. M. Macron, espérons pour Jeanne Berkin, qu'il ne prononce pas de discours sur la laïcité. J'ai été trop long, je vous prie de bien vouloir m'excuser. On va me dire à partir de là, d'accord, la France n'a pas passé une chrétienne, ok, super, on va t'acheter ton bouquin, bon, merci. Mais il y a un petit problème, c'est après. Une fois qu'on l'a défini négativement, j'ai essayé d'avancer une piste, qui était la piste de Jaurès, la France est révolutionnaire, et après, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, je vais reprendre la formule du libre penseur républicain Victor Hugo. L'avenir est un fantôme aux mains vides qui n'a rien et promet tout. Si maintenant je vous expliquais, ou j'avais l'immense prétention de vous dire que c'est comme ceci ou comme cela que les choses vont avancer, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison, parce que j'émettrais des chèques en blanc sur l'avenir, et ça ne se fait jamais. Ce que sera l'avenir, c'est ce que nous en ferons nous-mêmes. Nous qui sommes dans cette salle et les autres qui n'y sont pas. Il y a une seule chose que moi je peux supputer, souhaiter, et je terminais mon petit bouquin là-dessus, sur cette phrase, qui est la phrase emblématique de la Commune de Paris, place au peuple, place à la Commune. L'avenir du peuple, c'est certainement pas moi qui vais le décider. Certes, j'en voudrais pas, imaginez, je me gourde. C'est le peuple lui seul. Voilà, je vous prie de m'en excuser, terriblement long, mais j'ai demandé à mon vieux complice de m'interrompre au bout d'un moment, mais décidément, alors je vous présente mes excuses pour avoir abusé de votre patience.